Joseph Staline fut l'un des dictateurs les plus puissants et les plus meurtriers de l'histoire. Il a dirigé l'Union soviétique pendant près de 3 décennies, du milieu des années 1920 jusqu'à sa mort en 1953. Son vrai nom était Iosif Vissarionovitch Djougachvili, mais il adopta le nom de Staline, qui signifie « homme d'acier ». Ce nom reflétait son approche inflexible et souvent brutale du pouvoir. Il a transformé l'Union soviétique d'une société paysanne en une superpuissance mondiale. Cependant, cette transformation s'est faite au prix d'un coût humain immense. Comprendre Staline, c'est se pencher sur un personnage qui fut à la fois un bâtisseur de nations et un destructeur de masse, un dirigeant complexe et terrifiant dont l'impact sur le XXe siècle est indéniable et encore débattu aujourd'hui. Staline est né en 1878 à Gori, une petite ville de Géorgie qui faisait alors partie de l'Empire russe. Son enfance fut marquée par la pauvreté et une vie de famille difficile. Il étudia dans un séminaire théologique, mais en fut expulsé, attiré plutôt par les idées révolutionnaires du marxisme. Il rejoignit la faction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dirigé par Vladimir Lénine. Très tôt, il s'impliqua dans des activités militantes, y compris des braquages de banques pour financer le parti. C'est durant ces années de clandestinité qu'il adopta divers pseudonymes pour finalement choisir celui de Staline. Son rôle dans la révolution russe de 1917 ne fut pas aussi central que celui de personnalités comme Lénine ou Trotsky, mais il était un travailleur dévoué du parti, bâtissant régulièrement son influence en coulisses. Après la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre 1917, la Russie plongea dans une guerre civile dévastatrice. Le pays était en plein chaos, confronté à des ennemis intérieurs et à une intervention étrangère. Lénine était le dirigeant incontesté, mais sa santé commença à décliner au début des années 1920. Cela créa une incertitude et marqua le début d'une lutte de pouvoir au sein du Parti communiste. Staline, à ce moment-là, occupait plusieurs postes administratifs clés, dont celui de commissaire du peuple aux nationalités et de secrétaire général du comité central du parti. Beaucoup de ses collègues ne le voyaient pas comme un concurrent sérieux pour la direction suprême. Ils sous-estimaient souvent son ambition et son habileté dans les manœuvres politiques, le considérant davantage comme un administrateur diligent que comme un leader visionnaire. La question centrale qui continue d'entourer Joseph Staline est de savoir s'il fut un héros ou un tyran. Pour certains, notamment ceux qui soulignent l'industrialisation rapide de l'Union soviétique et son rôle crucial dans la défaite de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, Staline est perçu comme un dirigeant fort qui a modernisé le pays et l'a défendu contre des menaces existentielles. Ils mettent en avant la création d'une base industrielle puissante et l'expansion de l'influence soviétique. Cependant, pour d'innombrables autres et pour la plupart des historiens aujourd'hui, Staline fut un dictateur brutal, responsable de la mort de millions de ses propres citoyens à travers les purges, la collectivisation forcée, les famines et le vaste système des camps de travail du goulag. Cet exposé explorera ces aspects contrastés de son règne, cherchant à comprendre la vérité complexe derrière l'homme d'acier. L'un des avantages précoces les plus significatifs de Staline fut son poste de secrétaire général du Parti communiste, un rôle auquel il fut nommé en 1922. Bien qu'apparemment un poste bureaucratique, cela lui conféra un pouvoir immense sur les nominations au sein du parti et sur la circulation de l'information. Il utilisa méticuleusement cette position pour bâtir un réseau loyal de partisans à travers toute la structure du parti, plaçant ses alliés à des postes clés régionaux et centraux. Ses rivaux, tels que le brillant orateur Léon Trotsky ou des bolcheviks chevronnés comme Grigori Zinoviev et Lev Kamenev, ont initialement sous-estimé l'importance de ce contrôle administratif. Ils se concentraient davantage sur les débats idéologiques et leur propre image publique, ne parvenant pas à reconnaître la formidable base de pouvoir que Staline construisait discrètement sous leurs pieds.
une fondation bâtie sur le favoritisme et le contrôle de l'appareil du parti, la mort de Vladimir Lénine en janvier 1924 ouvrit officiellement la voie à une lutte de pouvoir intense au sein du Parti communiste. Lénine, dans ses derniers écrits connus sous le nom de son testament, avait exprimé des inquiétudes concernant Staline, suggérant même son renvoi du poste de secrétaire général. Cependant, ce testament ne fut pas largement diffusé à l'époque, en partie à cause des agissements des alliés temporaires de Staline. Staline se révéla être un maître stratège dans ses conflits internes. Il s'aligna initialement avec Zinoviev et Kamenev pour former une troïka afin d'isoler et de saper Léon Trotsky, qui était considéré comme le successeur le plus probable de Lénine et un partisan de la révolution permanente à l'échelle mondiale. Staline, en revanche, promut habilement l'idée du socialisme dans un seul pays, répondant à un désir de stabilité et de concentration nationale. Une fois Trotsky politiquement marginalisé, déchu de ses postes influents et finalement exilé d'Union soviétique en 1929, Staline tourna son attention vers ses récents alliés. Il commença systématiquement à déjouer Zinoviev et Kamenev, les accusant de former une faction d'opposition et de dévier de la ligne du parti. Il utilisa son contrôle sur les congrès du parti et le comité central pour assurer leur défaite. L'approche de Staline se caractérisait par la patience, la ruse et une cruauté absolue. Il manipula habilement les différences idéologiques et exploita les rivalités personnelles, s'assurant qu'aucun individu ou groupe ne puisse contester efficacement son autorité croissante. Il se présenta comme le véritable disciple de Lénine, déterminé à maintenir l'unité du parti contre toutes les menaces supposées. À la fin des années 1920, Joseph Staline avait réussi à consolider son emprise sur le pouvoir, devenant le dirigeant incontesté du Parti communiste et par conséquent de l'État soviétique. Il avait efficacement éliminé tous ses rivaux politiques importants grâce à une combinaison d'alliances stratégiques, d'attaques idéologiques et de contrôle sur l'appareil du parti. La police secrète, qui deviendra plus tard le NKVD, était de plus en plus sous son influence, fournissant un outil de surveillance et de répression. Gap de Say. La propagande commença à construire son image de dirigeant sage et indispensable. Son autorité désormais incontestée, Staline était prêt à lancer une série de politiques radicales qui allaient profondément transformer la société soviétique, l'orientant rapidement vers sa vision d'un État socialiste, industrialisé et centralisé, quel qu'en soit le coût humain. Son pouvoir solidement établi, Staline lança le premier plan quinquennal en 1928, marquant le début d'une période d'industrialisation rapide et forcée. Son objectif déclaré était de transformer l'Union soviétique, d'une société agraire basée sur la paysannerie, en une puissance industrielle redoutable, capable de se défendre et de rivaliser avec les nations capitalistes. Les plans fixaient des objectifs ambitieux, souvent irréalistes, pour les industries lourdes telles que la production de charbon, de fer, d'acier, d'électricité et de machines. Staline déclara de manière célèbre que la Russie avait historiquement des décennies de retard sur les pays avancés et devait rattraper ce retard en 10 ans ou être écrasée. Ce sentiment d'urgence fut utilisé pour justifier des mesures extrêmes et d'énormes sacrifices de la part de la population, imposant un rythme de développement effréné. Les méthodes employées pour atteindre ces objectifs industriels étaient souvent brutales et reposaient largement sur la coercition. Des projets de construction massifs, tels que de nouvelles usines, des barrages et des canaux, virent le jour à travers le pays. Nombre de ces projets, comme le tristement célèbre canal de la mer Blanche, Belomor Canal, utilisèrent le travail forcé du système du goulag en pleine expansion, où les prisonniers, y compris des dissidents politiques et des criminels de droit commun, trimaient dans des conditions effroyables. Pour la main-d'œuvre en général, la vie se caractérisait par de longues heures de travail, de bas salaires, de mauvaises conditions de vie et une discipline de travail stricte. La nourriture et les biens de consommation étaient strictement rationnés, les ressources étant massivement détournées vers l'industrie lourde. La propagande joua un rôle crucial, glorifiant le travail héroïque et célébrant des figures comme Alexei Stakhanov, un mineur de charbon qui aurait dépassé son quota de nombreuses fois,
afin d'inspirer ou de faire pression sur les autres. Parallèlement à l'industrialisation, Staline initia la politique de collectivisation de l'agriculture à partir de 1929. Cela impliquait la fusion forcée de millions de petites fermes paysannes privées en de grandes fermes collectives, kolkhozes, ou fermes d'État, sovkhozes, contrôlées par l'État. Les objectifs officiels étaient d'augmenter la production de céréales pour nourrir la main-d'œuvre urbaine croissante et de générer des revenus d'exportation pour financer les importations de machines industrielles. Un autre objectif clé était d'accroître le contrôle de l'État sur la paysannerie, traditionnellement un segment plus indépendant de la population, et d'éliminer les koulaks, les paysans les plus aisés, qualifiés d'ennemis de classe et de capitalistes résistants au socialisme. Cette politique représentait une restructuration fondamentale et violente de la vie rurale. Les conséquences de la collectivisation forcée furent catastrophiques, surtout à court terme. De nombreux paysans résistèrent farouchement, abattant leur bétail plutôt que de le céder aux fermes collectives. L'État répondit avec une force écrasante, déportant des millions de familles de koulaks, souvent vers des régions éloignées et inhospitalières, ou les exécutant. La perturbation des pratiques agricoles, combinée à des quotas de collecte de céréales irréalistes et à de mauvaises conditions météorologiques dans certaines régions, conduisit à une famine dévastatrice de 1932 à 1933. Cette famine, connue sous le nom d'Holodomor en Ukraine, fit des millions de morts par inanition. Bien que l'Union soviétique ait finalement connu une augmentation de la production agricole globale sous le système collectif, le coût humain de cette transformation fut effarant, laissant une cicatrice profonde dans la mémoire de la nation et soulignant la cruauté du régime de Staline. Le milieu et la fin des années 1930 furent témoins de l'une des périodes les plus sombres du règne de Staline, la Grande Purge, également connue sous le nom de Grande Terreur. Cette époque fut caractérisée par une atmosphère omniprésente de peur, de suspicion et de répression de masse qui imprégnait tous les niveaux de la société soviétique. Des procès-spectacles très médiatisés furent organisés à Moscou, où d'éminents vieux bolcheviks, dont beaucoup avaient été les plus proches camarades de Lénine, furent accusés de trahison, d'espionnage et de complot contre l'État. Ils étaient invariablement reconnus coupables après des aveux forcés, souvent obtenus sous la torture, puis exécutés. Le NKVD, la police secrète de Staline, devint un instrument de terreur inimaginable, procédant à des arrestations massives, des déportations et des exécutions qui s'étendaient bien au-delà de l'élite du parti, ciblant les chefs militaires, les intellectuels, les artistes, les scientifiques, les minorités ethniques et d'innombrables citoyens ordinaires accusés d'être des ennemis du peuple. L'ampleur de la Grande Terreur fut immense et son impact profond. Les historiens estiment que des millions de personnes furent arrêtées, des centaines de milliers exécutées par balles, et beaucoup plus périrent dans les conditions difficiles des camps de travail du Goulag. Les purges décimèrent le corps des officiers de l'armée rouge, une faiblesse critique qui aurait de graves conséquences lorsque l'Allemagne envahit en 1941. Au-delà des victimes directes, la terreur remodela fondamentalement la société soviétique, créant un environnement où toute dissidence ou même un manque d'enthousiasme perçu pouvait entraîner des conséquences désastreuses. La loyauté envers Staline et le parti était imposée par une propagande incessante et la menace constante de la dénonciation. Simultanément, le culte de la personnalité entourant Staline atteignit des sommets sans précédent, la propagande le dépeignant comme une figure paternelle omnisciente, infaillible et bienveillante, l'unique architecte des succès soviétiques. Malgré la dévastation interne causée par ces politiques, le leadership de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, connu en Union soviétique sous le nom de Grande Guerre patriotique, est souvent cité comme une réalisation significative. Après le choc initial et les pertes catastrophiques suivant l'invasion allemande, en partie dues aux purges antérieures,
du commandement militaire par Staline et à sa mauvaise évaluation des intentions d'Hitler, il finit par rallier la nation. Ses discours, invoquant le patriotisme russe et la mise en œuvre d'une politique brutale de la terre brûchée, combinés à l'immense sacrifice du peuple et de l'armée soviétique, conduisirent à la défaite finale de l'Allemagne nazie. La victoire en 1945 eut un coup terrible, avec plus de 20 millions de citoyens soviétiques perdant la vie, mais elle éleva le statut de Staline à celui d'un chef de guerre victorieux sur la scène mondiale. Et pour beaucoup au sein de l'URSS, il devint le sauveur de la patrie. En conclusion, l'héritage de Joseph Staline demeure profondément complexe et profondément contradictoire. Il supervisa la transformation de l'Union soviétique en une superpuissance industrielle et militaire, une nation qui joua un rôle décisif dans la défaite du nazisme. Ce sont des faits historiques indéniables. Cependant, ces réalisations furent bâties sur une fondation de souffrances humaines inimaginables, la terreur des purges, les famines organisées, le système brutal du travail forcé dans les goulags et la suppression de toute forme de liberté politique et personnelle. La question de savoir s'il fut un héros ou un tyran n'admet pas de réponse simple. Il fut sans doute les deux selon la perspective et les critères de jugement utilisés. Son ombre plane lourdement sur le XXe siècle et ses méthodes ainsi que son impact continuent de faire l'objet d'intenses débats et réévaluations, reflétant la douleur et la division durable que son règne a imposées.